The Weeknd. 4,6 milliards de streams. C'est le nombre d'écoutes que cumule le morceau Blinding Lights de l'artiste The Weeknd, ce qui en fait, depuis 2023, le morceau le plus écouté de tous les temps sur la plateforme. Mais bien loin de ne se définir que par ce titre, The Weeknd est un des plus grands artistes de sa génération. Pour ne citer que quelques titres de son palmarès, il est cité par le Times comme l'une des personnalités les plus influentes du monde en 2020 ou élu artiste le plus populaire au monde par le Guinness Record. De nombreuses personnes vont jusqu'à le comparer à Michael Jackson. Bref, en 16 ans de carrière, The Weeknd a pris d'assaut l'industrie de la musique, mais alors que tout lui réussit, il a décidé d'arrêter. Plus exactement, il s'apprête à mettre fin au personnage qui est The Weeknd, qu'il a mis presque 2 décennies à construire. Et le pire, c'est qu'en réalité, ce choix suicidaire pour énormément d'artistes, y compris d'artistes d'envergure mondiale, n'est chez The Weeknd, ou plutôt chez Abel de son vrai nom, pas vraiment étonnant. Malgré son statut incontesté de pop star, The Weeknd n'a jamais été une célébrité comme les autres. Et il faut qu'on creuse ça. En quoi The Weeknd est-il si différent des autres artistes de son envergure? Comment est-il devenu numéro 1 et surtout pourquoi envisage-t-il de faire mourir The Weeknd? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Bonjour ma chérie, c'est Papy. Dis-moi, j'ai une question par rapport à ta grand-mère. C'est qui ce cyberghost sur son téléphone? Depuis qu'elle a ce fameux cyberghost, elle passe des heures devant Netflix. Elle m'a dit qu'avec cyberghost, elle peut regarder Netflix Japon et tout plein d'autres contenus qu'on n'a pas ici. Et tout ça juste en changeant sa localisation en un seul clic. Ça représente plus de 40% de contenu en plus. Tu te rends compte? Je ne comprends plus rien à ce qu'elle me dit, mais elle m'assure que son CyberGhost VPN lui permet de masquer son adresse IP, de chiffrer ses données et de surfer en toute sécurité sur internet. Je savais même pas qu'elle faisait du surf. Et le pire, c'est qu'elle a contaminé tout son club de tricot, parce qu'avec un seul abonnement, elle peut connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, sur tous les supports, Windows, iOS, Android. Alors maintenant, tout le club l'utilise. Je lui ai bien proposé qu'elle m'explique, mais elle m'a répondu « T'as qu'à regarder sur internet, vieux schnock ». Alors bon, moi, je suis un peu jaloux. Mais toi, t'as pas d'excuses, d'autant plus qu'il y a déjà 38 millions de personnes qui l'utilisent et qui l'adorent. Elle m'a dit qu'il y avait une offre pour seulement 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts, avec en plus une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Alors, je te donne l'info là, et si tu veux la partager à tes followers, ils sont jeunes, ils n'auront qu'à cliquer sur le lien en description pour essayer. Peu d'artistes, et encore moins de superstars mondiales, peuvent prétendre être partis de rien. Pourtant, c'est le cas de Abel Tesfaye, l'homme derrière The Weeknd. Abel quitte le foyer familial à ses 17 ans, après avoir été élevé par sa mère et par sa grand-mère, et plonge dans un mode de vie fait de musique et de drogue. À l'époque, Abel est dans une situation plus que précaire. Il est en coloc dans un appart une pièce avec plusieurs amis. Quand il n'est pas carrément à la rue, il consomme énormément de substances différentes et il passe parfois même par la case prison. S'il envisage déjà de faire carrière dans la musique et qu'il cultive de grosses ambitions, il est loin de s'en donner les moyens, bien qu'il ait déjà des projets musicaux, notamment avec ses amis. Mais pendant ce temps, il travaille aussi sur un projet en solo. Et un jour, il va créer une chaîne YouTube et poster sa toute première démo. Cette démo va faire un peu de bruit, d'abord dans le milieu indépendant, puis elle va attirer l'attention de Drake. Ce qui est plutôt un bon début de carrière. Drake va reposter les 2 démos de The Weeknd sur son blog et forcément ça va fortement amplifier le mouvement autour de ce nouvel artiste. The Weeknd saisit sa chance et poste début 2011 sa toute première mixtape, elle aussi partagée par Drake, House of Balloons. Mais il y a une particularité à l'époque, personne ne sait qui est The Weeknd. Was it deliberate? I mean, yeah, to an extent. I think we went on for about like almost a year with no pictures. Everyone's like, who is this guy? Le personnage est extrêmement mystérieux, à tel point que certains pensent que The Weeknd n'est pas un chanteur, mais un groupe. The thing is, the vocalist in this group can
really sing, and very well too. Mais cet anonymat ne va pas durer longtemps, puisque très vite, The Weeknd organise une petite tournée qui débute le 21 juillet 2011 au Mod Club de Toronto, dans lequel il se montre à visage découvert. Cette année va être cruciale pour la construction de The Weeknd. Il apparaît en tant qu'invité spécial au festival OVO, le festival de Drake. Il sort 2 autres mixtapes, Thursday et Echoes of Balloons, qui toutes les deux augmentent sa popularité et vont être très bien reçues par la critique et les fans. Cependant, malgré cette popularité grandissante, quelque chose démarque déjà The Weeknd. Il refuse les interviews. Alors même que tous les artistes émergents saisissent n'importe quelle opportunité qui peuvent leur offrir de la visibilité, The Weeknd s'y refuse et ne communique que via son Twitter. Et ça va avoir une importance cruciale dans la suite de l'histoire. Mais avant ça, un grand changement va survenir. Après le succès critique de ses 3 premières mixtapes, Abel va être approché par Republic Records, un label d'Universal Music. Et il va officiellement signer. On pourrait penser que là, ça va être le début du succès mainstream. Sauf que non. La première chose que The Weeknd fait avec Republic Records, c'est sortir en novembre 2012 une sorte de compilation de ses 3 précédents projets nommés Trilogy. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Il est temps pour The Weeknd de sortir son vrai premier album maintenant qu'il en a les moyens. Et ça tombe bien puisqu'en 2013, The Weeknd arrive avec ce tant attendu premier album, Kissland. Mais l'accueil est mitigé. Commercialement, il s'en sort très bien et commence à la 2e place du Billboard et à la 1re du classement britannique, mais la critique est beaucoup plus sévère. L'album déçoit même vraiment certains fans. Et ce n'est pas parce que The Weeknd a essayé d'être plus commercial pour faire un album de maison de disques, mais juste parce que l'album paraît moins bon que ce qu'il a fait précédemment sur ses 3 projets. Et il y a une raison à ça. Abel le dira lui-même, il est épuisé. En un an, il a sorti 3 projets, fait une petite tournée, collaboré avec Drake pour l'écriture de l'album du rappeur. Bref, Kissland est un instantané considéré encore aujourd'hui comme un ovni dans la discographie de The Weeknd. Sauf qu'à l'époque, on ne sait pas qu'il va avoir la discographie qu'il a aujourd'hui. Et tout peut encore basculer. Des artistes ont déjà sorti des mixtapes et construit une fanbase, signé en label, puis fait des carrières très moyennes. Rares d'ailleurs sont ceux qui deviennent des stars mondiales établies, et encore moins à l'époque d'Internet. Pourtant, The Weeknd, en seulement quelques titres, va conquérir le monde entier, avec un enchaînement d'événements extraordinaires. The Weeknd commence par sortir 2 titres pour la bande-son d'Hunger Games, le premier film, dont un featuring avec Sia et Diplo. Puis, il enchaîne avec un autre featuring en compagnie d'Ariana Grande sur un titre qui a explosé à l'époque, Love Me Harder. Puis il sort 2 autres bandes-son pour un autre film, 50 nuances degrés. Évidemment, chacun de ces morceaux augmente un peu plus la popularité mondiale de The Weeknd. Mais je vous ai dit que c'était extraordinaire, donc que ça sortait de l'ordinaire. Et c'est pourquoi après tout ça, après avoir signé 3 tubes mondiaux en featuring, The Weeknd sort en solo un des plus gros tubes de 2015, The Hills. Titre numéro 1 dans le Billboard, vous l'avez forcément entendu, c'est un classique. Mais je vous ai dit extraordinaire. Donc il y a un autre single de ce même album qui va exploser très fort, I Can't Feel My Face. Titre numéro 1 dans le Billboard, vous l'avez forcément déjà entendu, c'est un classique. Tout ça promeut l'album Beauty Behind the Madness, l'album qui fait réellement exploser The Weeknd à l'international. Mais c'est aussi un album qui marque l'arrivée de quelque chose d'extrêmement important dans la carrière de The Weeknd, le lore. Les fans de The Weeknd voient sa musique comme une saga, qui se divise en chapitres. Les clips ont une immense importance dans la carrière de The Weeknd. L'image en général est quasi aussi importante que sa musique, et elle est assez indispensable pour comprendre tout l'univers du chanteur. C'est à partir de Beauty Behind the Madness que ça commence à être flagrant, et surtout c'est à ce moment qu'on comprend et qu'on visualise que The Weeknd est à présent plus que jamais un personnage. Un personnage qui ne cesse
de se tuer. Le premier exemple de ça, c'est dans le clip de Tell Your Friend, où pendant la première minute du clip, on voit un homme enterrer un autre homme jusqu'à ce qu'on découvre que c'est The Weeknd lui-même. Une des théories les plus partagées sur le sujet, c'est qu'il enterre l'ancienne version de lui-même, celle de Kissland. Cette théorie n'est pas confirmée par The Weeknd lui-même, mais elle est probable pour une raison. C'est qu'alors que tout lui réussit, que Beauty Behind the Madness est un succès mondial, que The Weeknd est en train de s'installer en tant qu'un des plus grands artistes mondiaux, il va tout remettre en question. Et changer d'image. Ça va passer par deux choses. La première, c'est sa coupe de cheveux. Ça peut vous paraître très insignifiant comme ça, mais c'est très important. Parce qu'une partie de l'identité visuelle de The Weeknd, en tout cas de la version Beauty Behind the Madness de The Weeknd, repose sur cette coupe de cheveux. Tout le monde lui dit que c'est son identité et qu'il ne doit pas les couper, et ça va le conforter dans l'idée de les couper. Mais c'est pas tout, car la deuxième chose qui change, c'est tout l'univers visuel de son personnage. Et comment va-t-il faire pour changer ? Eh bien, il va tuer de nouveau l'ancienne version de lui-même. Mais cette fois, The Weeknd n'est pas seul, puisque ce morceau est en featuring avec les Daft Punk. Cette fois, c'est clair, The Weeknd a tué The Weeknd. Il le tue au début de Starboy, puis tout le long du clip, lorsqu'on le voit détruire le lieu dans lequel il est. Le nouveau The Weeknd, littéralement le Starboy, semble être à la recherche de la fame, plus que tout, et ça se ressent sur la musique. Elle est beaucoup plus électronique et moins mélancolique que ce qu'ont fait les anciens The Weeknd. L'album réunit Lana Del Rey, Kendrick Lamar et Future, ainsi que les Daft Punk qui ouvrent l'album avec Starboy et le ferment avec Feel It Comin', deux immenses tubes de l'album. Mais Starboy est un peu moins apprécié, notamment par les fans. Vous connaissez la chanson, dès qu'un artiste s'éloigne de son style et prend des risques, une partie de sa fanbase se sent lésée et donc le critique. Ça ne va cependant pas empêcher l'album d'être un succès commercial. Il débute en première semaine dans le Billboard 200, tous les titres de l'album atteignent le Hot 100, c'est incontestablement une réussite qui s'accompagne d'une tournée d'1 an à travers le monde, avec notamment 2 dates en France. Mais si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous savez ce qui devrait arriver. The Weeknd, le Starboy, va mourir. Cette fois-ci, il n'est pas tué par la nouvelle version de lui-même, mais il est transformé en pierre. Non, pas celui-là, dans le clip I Feel It Comin'. Petit détail intéressant, ce morceau est le tout dernier de l'album et il se termine par les premières notes du premier morceau de l'album Starboy, les deux en feat avec Daft Punk, ce qui laisse envisager le fait que Starboy soit une boucle. Bon, ça fait beaucoup là, niveau rythme de travail et niveau intensité de succès. Il serait peut-être temps de prendre une petite pause, là, non ? Non. Non, pas vraiment, puisque l'année d'après sa tournée, The Weeknd enchaîne avec un EP, My Dear Melancholy. Celui-ci est un peu différent de ses albums, puisque c'est un EP, et surtout peu de communication est faite autour de ce projet, qui est annoncé seulement quelques jours avant sa sortie. Sauf que pendant ce temps, dans l'ombre, il se prépare quelque chose d'encore plus incroyable. Il se prépare un événement qui élèvera définitivement The Weeknd au rang de pop star mondial établi. Vous le savez, cet événement, c'est la sortie d'After Hours. The Weeknd renaît. Et si l'univers de Starboy était déjà extrêmement marqué, tant sur le plan musical que visuel, After Hours passe littéralement au niveau supérieur. C'est selon moi littéralement un film. En termes de cohérence, c'est l'un, si ce n'est l'album, le plus abouti du chanteur, d'un point de vue musical déjà, mais aussi d'un point de vue visuel et d'un point de vue du lore. D'un point de vue purement visuel, le nouveau personnage de The Weeknd est représenté par un homme, chemise noire, cravate noire, gants noirs et veste rouge. La couleur dominante est justement le rouge et la seconde le vert, et elle se retrouve dans absolument tous les clips sortis pour ce projet, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et s'ils sont cohérents d'un point de vue univers visuel, ils le sont aussi au niveau de l'histoire, puisque chaque clip se suit, en quelque sorte. Et vous vous rappelez dans les chapitres précédents, The Weeknd ne cessait de tuer le personnage du précédent album, pour marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Dans After Hours, c'est un peu différent. Dans After Hours, on assiste tout au long des différents clips et même des performances scéniques aux blessures qui s'aggravent
puis à la mort, puis à la sorte de renaissance de The Weeknd. Tout ça à la fois dans les clips, mais aussi dans la vraie vie. Vous ne me croyez pas? Eh bien, laissez-moi essayer de vous résumer très rapidement, avec des raccourcis, j'en suis désolée, ce que peut donner l'histoire d'After Hours. Dans le tout premier clip, Heartless, on voit pour la première fois The Weeknd sous un nouveau jour. Il est à Las Vegas, profite de tout l'argent probablement accumulé grâce à Starboy, il joue au casino et prend de la drogue. Mais très vite, la vie de rêve vire au cauchemar, notamment dans le clip du fameux Blinding Lights, dans lequel The Weeknd est profondément seul et finit par se faire casser la gueule. Si on le voit saigner du visage dans le clip, notamment au début et à la fin, ses blessures s'aggravent dans ses performances comme dans son live chez Jimmy Kimmel, mais aussi dans le mini-film qu'il sort pour promouvoir l'album et qui est en fait le début du clip suivant, In Your Eyes. Dans ce dernier, The Weeknd devient en quelque sorte un meurtrier, mais c'est sa proie qui finit par l'assassiner. Son corps disparaît immédiatement, ne laissant qu'une tête qui reviendra dans le clip suivant, Too Late, où elle sera trouvée par 2 femmes sur la route. Mais tout ça, ce ne sont pas que des clips, car ce lore suit The Weeknd dans la vraie vie. Par exemple, aux American Music Awards. Il apparaîtra recouvert de bandages lors de cette cérémonie, ce qui fera évidemment énormément parler. Mais entre-temps, un autre événement de la vraie vie surprend tout le monde. Alors que Blinding Lights bat des records dans tous les sens et que personne n'y échappe à la radio, The Weeknd ne reçoit aucun Grammy cette année-là. Vous allez me dire, ok, et alors? Eh bien, il est probable que le tout dernier clip de l'arc After Hours, Save Your Tears, soit implicitement une petite pique au Grammy. Dans le clip, on le voit de nouveau avec une tête, mais complètement déformée par la chirurgie. Il performe devant une foule entièrement composée de personnes masquées, aux expressions inexistantes, et tient un trophée grossier qu'il finit par jeter loin de lui. Et à la fin de ce clip, il se passe quelque chose d'assez étonnant pour un clip de The Weeknd. Il ne meurt pas. En tout cas, a priori. Il se tire dessus, mais seuls des confettis sortent du pistolet, ce qui laisse libre cours à l'imagination du spectateur. Et c'est ainsi que s'achève le formidable arc After Hours. Enfin presque. Il y a un point qu'on a jusqu'ici très peu évoqué, et qui pourtant a une importance cruciale dans la carrière de The Weeknd, c'est le live. Les concerts sont une grosse partie de sa carrière, et sont particulièrement bien travaillés. Comme on vient de le voir, notamment sur After Hours, les lives extérieurs chez Jimmy Kimmel ou aux Awards font partie intégrante de l'histoire de The Weeknd. Alors, comment mieux finir réellement l'arc After Hours qu'en jouant à la demi-finale du Super Bowl en 2021. Vous le savez, c'est un des événements musicaux les plus attendus. Chaque année, un artiste a l'honneur de jouer là-bas et doit se surpasser au vu des artistes qui ont déjà livré des performances incroyables. Et évidemment, The Weeknd va assurer un show à la The Weeknd. Cette fois, on y est. The Weeknd, sans jamais se trahir musicalement ou humainement, vient de devenir l'une des pop stars les plus établies de notre génération. Mais vous savez, moi, avant toute chose, je suis passionnée de business et de marketing. Il faut qu'on en parle, parce que même là, The Weeknd, il a excellé. Vous vous souvenez quand juste avant la sortie de Trilogy, je vous ai dit que The Weeknd avait signé avec Republic Records, un label d'Universal. Eh bien, je vous ai menti. Ou plutôt, je vous ai pas dit toute la vérité. En réalité, The Weeknd a son propre label, qu'il a fondé avec son manager. Ce label, c'est XO. Grâce à ce label, The Weeknd est resté entièrement propriétaire de ses masters. C'est un des montages qui permet aux artistes d'avoir plus de contrôle artistiquement et financièrement. C'est donc un move assez intelligent, mais ça va plus loin que ça. Non seulement The Weeknd a créé cette structure et a refusé de la fermer quand Republic l'a approché, mais en plus de ça, il a refusé une autre signature dans un autre label, celui de Drake. Ce qui, à l'époque, posait pas mal de questions, d'un point de vue humain déjà, parce que Drake l'avait soutenu de fou, publiquement et en privé, mais aussi d'un point de vue business. Je sais pas si tout le monde a la force mentale, sans avoir encore d'argent et sans avoir encore vraiment percé, de refuser un deal
avec Drake. Pourtant, c'est ce que The Weeknd a fait et a posteriori, c'est honnêtement peut-être un des moves les plus intelligents qu'il ait pu faire. Ça, c'est pour la partie purement contractuelle. Maintenant, sur la partie marketing, il y a un point qui, je trouve, différencie énormément The Weeknd des autres pop stars. C'est la connexion avec les fans. The Weeknd a réussi à préserver une partie du mystère, même avec ce niveau de popularité. Tout en se connectant profondément avec ses fans. Et ça passe justement par tout le lore autour de sa musique. Plus le lore d'un artiste est complet et complexe, plus les fans vont devenir des fans engagés. Ils vont tomber dans un terrier de lapin, comme disent les Anglais. Et ça permet de fidéliser une vraie communauté très forte, ce qui lui permet de sortir parfois des projets sans même communiquer dessus et avoir quand même une base d'auditeurs très large. Cette stratégie de lore, elle est utilisée aussi par des groupes comme Gorillaz ou même 21 Pilots. Et ce qui est assez intéressant avec cette approche, c'est qu'elle est à la fois marketing, car il y a un intérêt de promotion et dans la finalité un intérêt financier à faire ça, mais elle est aussi artistique. Cette limite floue fait que les fans ont l'impression que ce n'est jamais du marketing. C'est un avis personnel, mais à mon sens, c'est l'un des meilleurs moyens de faire du marketing dans la musique, particulièrement quand on a un attrait pour autre chose que la musique à côté. Dans le cas de The Weeknd, ce lore est en réalité permis par sa deuxième passion, le cinéma. On le sent avec son sens du détail dans les clips, mais aussi avec les références qu'il y glisse assez explicitement, passant du Joker à Eyes Wide Shut. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque le lore de The Weeknd continue dans son dernier album sorti à ce jour, Down FM. Et Down FM, c'est un projet particulier. Down FM, c'est un album qui crée un nouveau The Weeknd, mais ça semble être encore un peu différent des autres fois où The Weeknd a tué son personnage. On voit en effet apparaître une vieille version de lui-même qui est même la pochette de l'album. Tout comme After Hours, il y a un lore qui a notamment été poussé par Prime Video, le service de streaming d'Amazon, qui a diffusé en avant-première l'album dans ce qu'ils appellent l'expérience Down FM. Malheureusement, cet album n'a pas connu un immense succès. Bon, à l'échelle de The Weeknd, hein. Mais les explications à ça sont assez faciles à trouver. D'une part, l'album est très conceptuel. Down FM est censé être la radio qu'on écoute sur le chemin de la mort. Il contient plusieurs extraits de Jim Carrey et s'écoute réellement comme un voyage. Il est beaucoup plus dur de rentrer dedans que l'album After Hours, par exemple. C'est un album beaucoup plus destiné aux fans qu'au grand public. D'autre part, After Hours est encore très présent dans l'esprit de la plupart des auditeurs. D'ailleurs, The Weeknd était encore en tournée pour After Hours et a renommé cette tournée After Hours Till Down Tour, justement pour promouvoir Down FM. Et c'est quelque chose de très marquant dans la carrière du chanteur. Il n'a jamais arrêté. Il sort un album complet environ tous les 2 ans et durant ces années, il est soit en tournée, soit en promo, soit en tournage. C'est assez incroyable d'avoir tenu ce rythme aussi longtemps. Malheureusement, tout ce niveau de pression et ce rythme de vie a des conséquences. Apologize to you guys. I don't know what just happened when I screamed, but I just lost my voice. Une partie de moi s'est dit « Tu as perdu ta voix parce que c'est fini. Tu as dit ce que tu avais à dire. N'abuse pas, tu peux mettre fin à cela maintenant et vivre une vie heureuse. Quel est le bon moment pour partir, si ce n'est au sommet de sa forme? Lorsque vous comprenez trop bien qui je suis, il est temps de changer de cap. » Ce sont les mots de The Weeknd dans l'interview où il annonce tuer définitivement le personnage de The Weeknd. Un dernier album sous ce nom et enfin, après 15 ans de lutte, Abel semble déterminé à se débarrasser définitivement de ce personnage. Et pour ça, évidemment, rien de mieux que de retourner aux sources. Après nous avoir présenté la version âgée de lui-même, The Weeknd semble nous présenter un personnage d'enfant, représentant potentiellement son enfant intérieur. La communication autour de cet album a été beaucoup plus intense qu'autour de Down FM, comprenant 3 teasers visuels tous très impressionnants, ainsi qu'une date unique à Sao Paulo qui a littéralement enflammé la foule et Internet. À l'heure où j'écris ces lignes, l'album a été décalé en raison des incendies à Los Angeles. Hurry Up Tomorrow, qui fermera la trilogie commencée avec After Hours, sortira le 31 janvier et fermera sûrement la carrière de celui que le monde entier connaît sous le nom de The Weeknd. My mama told me it'd never be the same. They will always find a way.
Merci à CyberGhost de soutenir la chaîne, le lien est en description si vous voulez profiter de leur offre. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.